Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui je vais retrouver une invitée qui est déjà venue sur ma chaîne il y a quelques mois, Lilou. Je crois que c'était en février si je me souviens bien. Je sais pas si vous vous rappelez de Lilou et si vous n'avez pas vu l'épisode avec Lilou, je vous invite à aller le regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Lilou est passée par une période où elle allait pas bien, mais maintenant elle va beaucoup mieux. Et elle tenait à témoigner pour parler de son parcours de guérison dans ces quelques mois. Où elle a vraiment retrouvé la pleine santé, on va dire. Donc j'ai hâte de la retrouver et on va prendre un petit café goûter ensemble dans le 5e arrondissement. Allez, c'est parti. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des restos, des cafés, des endroits dans Paris pour parler de rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je fais. C'est très important pour me soutenir. Allez, on va rejoindre Lilou, c'est parti. Et donc j'ai rejoint Lilou devant The Coffee. C'est tout calme. Aussi c'est le mois d'août. Oui, c'est vrai. Ça explique pas mal. Pareil, le mois d'août, c'est sympa. C'est ça. Bah écoute, je sais que, comme je l'ai dit en intro, tu es déjà venue sur ma chaîne. Mais juste te représenter rapidement, mais vraiment aller voir déjà, ou après, ou avant, la première vidéo avec Lilou. Et je me suis demandé, c'était en février, non? Ouais, c'est ça. Et on était allé dans un... Au Renard Café. Ouais, au Renard Café, c'était japonais. Oui, c'est ça, ambiance japonaise. Et d'après ce que j'ai vu, c'est japonais aussi, ça? Alors, c'est, je crois, brésilien et japonais. C'est une chaîne des deux nationalités, je crois. Ça. Ah bah écoute, je te laisse te représenter. Bah, du coup, moi, c'est Lilou, j'ai 24 ans. Je vais commencer une thèse en linguistique du grec ancien à la rentrée et je suis prof en parallèle. Et sinon, je suis aussi écrivaine. Et du coup, depuis par rapport à février, tu as eu ton agrég? Oui, j'ai eu mon agrég. C'est ça, la grosse différence. Donc, je suis officiellement dans l'éducation nationale. Tu m'as dit que tu avais guéri de l'anorexie. Oui. Qui est une autre grosse différence, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, vraiment félicitations. Merci. Et ben, c'est parti. Là, on est mieux. Comme quoi, c'est pratique de travailler une bibliothèque avec toi. Ouais, carrément. Donc, ta passion de la lecture... Ouais, lecture, écriture, parce que là, c'est surtout des carnets. Ouais. Il y a un bouquin que je vais commencer à lire, et sinon, c'est que des carnets et des bouquins pour... j'ai une grammaire italienne, parce que j'apprends l'italien, et j'ai un bouquin que je lis pour ma thèse. Bon, bah du coup, on peut peut-être même trinquer. Ouais. Alors, je conseille de mélanger ou pas? Ouais, ça vaut mieux. Oui, ça c'est surtout la passion. J'ai du mal à sentir le matcha. C'est vrai que c'est un peu... Peut-être qu'il vient après. Mais c'est bon, c'est rafraîchissant. Ok. Validé. Alors, je me rappelle plus, j'ai pas regardé la vidéo avant de venir. Alors, ce que tu avais dit, quand je t'avais posé la question, quelle mangeuse es-tu quand on était allé en février au Renard Café? Je crois que j'avais dû dire mangeuse frustrée ou anxieuse. Ouais, oui, c'est bien. Ouais. Anxieuse peut-être, je sais plus. Mais éclectique aussi, ça je suis sûre que je l'ai dit, parce que j'aime beaucoup de choses différentes. Mais à l'époque, mon rapport à l'alimentation était encore très troublé. D'ailleurs, j'ai été hospitalisée 2 mois après. Mais après notre vidéo, il me semble que tu as fait une descente aux enfers, non? Ouais, c'est complètement. Ce que j'ai vu sur Instagram. J'ai rechuté assez... J'étais déjà au début de ma rechute quand on s'est vus. Ouais. Et après, ça a été l'enfer jusque mi-avril, fin avril. Et tu as une explication à pourquoi tu as chuté à ce moment-là? Je pense que c'était une accumulation de pression, parce que je venais de finir, j'ai fini mes concours, mes écrits en février. J'étais dans une relation qui me rendait pas spécialement heureuse. Alors, je sais pas si c'était lié ou pas, mais puis beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Et beaucoup d'insatisfaction corporelle. Même si mon copain me trouvait très belle, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Donc ça a répété en fait. Ça a été quelques mois compliqués, mais j'ai rebondi. Donc t'as été hospitalisée? Ouais.
Mais ça n'a pas mis en péril ton cursus universitaire. J'ai été hospitalisée entre guillemets seulement 3 semaines. Et Où est-ce que tu as été hospitalisée? À l'Hôtel Dieu. Ah ouais, il y a un service pour ça? C'est pas spécialisé TCA, c'est un service de psychiatrie générale. Donc, et justement, ça m'a beaucoup aidée parce que le fait de ne pas être que avec des patients TCA. Alors, il y avait des patientes qui souffraient de TSCA, mais c'était pas que ça. Et du coup, il n'y avait pas de comparaison. Moi, je pense que ça aurait pu beaucoup me desservir d'être dans un service où il y aurait eu de la comparaison. Ouais. Surtout que malgré ma perte de poids, je ne rentrais pas dans les critères de l'anorexie typique. Oui. Donc, je pense que ça m'aurait fait plus de mal qu'autre chose que d'être avec des personnes qui étaient en grave sous-poids, etc. Je dis ça parce que j'ai déjà fait un groupe de parole avec des personnes qui étaient en grave sous-poids. Et j'étais la seule à avoir un poids, un IMC normal. Et ça m'avait beaucoup fait de mal. Parce que justement, on parlait beaucoup des ravages de la dénutrition à un IMC bas. Et on parlait de démaigrir, on parlait, etc. Et en plus, le groupe de parole n'était pas très adapté parce que le psychiatre nous demandait de partager nos habitudes maladives. Donc quand tu es dans un groupe de 10 personnes qui souffrent toutes d'anorexie ou de boulimie et qui partagent toutes les trucs qu'elles ont pour perdre du poids, pour pas manger, etc., c'est extrêmement toxique. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce groupe, pourtant c'était à Sainte-Anne. Ouais, après peut-être que c'est quand tu peux te sentir moins seule d'avoir certains comportements, mais c'est sûr que quand tu as un comportement que tu n'as pas, ah bah oui, c'est ça. Ça peut te le donner, quoi. C'est ça, c'était vraiment... si tu cherchais des idées, c'était le moment parfait, quoi. Ouais, c'est à double tranchant. Puis même, ils voulaient entendre les calories, ils voulaient les détails. Ah ouais. Je suis pas sûre que ce soit très utile d'entendre combien de calories mange Intel. Non. Surtout quand tu n'es plus dans la démarche de compter, ça te incite à compter. Enfin, moi, je comptais pas trop à cette époque, je crois. Non, mais je suis d'accord que faire un regroupement de personnes anorexiques, c'est assez toxique, en fait. Il y avait une personne qui avait de l'arfide, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui du coup était pas du tout qui était peut-être un peu moins maigre que les autres. Si, elle était tout aussi maigre parce qu'elle n'arrivait pas à manger. Mais par contre, j'espère que ça lui a pas donné d'idée, quoi. Qu'elle glisse pas d'un versant à l'autre, quoi. Après, dans l'arfide, en général, normalement, t'as pas de préoccupation corporelle. Ouais, c'est vraiment les aliments que t'arrives pas à manger. Ouais, je sais. Mais non. Et du coup, elle était complètement en décalage parce que c'était la seule qui a présenté ce trouble-là et qui, du coup, se retrouvait pas du tout dans le reste du groupe. Mais après, c'est vrai que même, je pense que même quelqu'un qui n'aurait pas de TCA, une femme qui n'a pas de TCA, parce qu'un homme, je pense qu'ils sont moins sensibles, mais une femme qui n'aurait pas de TCA qui se retrouve dans un groupe comme ça, je pense que ça peut lui donner des mauvaises idées, clairement. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est à cause de la société dans laquelle on évolue, tu vois. Comme on est tous enjoints à maigrir et à se contrôler, forcément. Ça, c'était en septembre que j'avais fait ce groupe, donc c'était une période un peu glissante, mais ça s'était restabilisé par la suite. Quand on s'est vu, c'était le début d'une nouvelle pente glissante. Parce que en fait, depuis 2021, j'ai eu que des phases de réconciliation précaire et des phases où je rebasculais soit dans l'anorexie, soit dans la boulimie. Et ça n'a fait qu'alterner et j'ai mis fin au cycle en mai 2025. D'accord. Et du coup, l'hospitalisation à l'Hôtel Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé pour la prise en charge? Alors, pour les repas, c'était repas en chambre pour tout le monde. C'est comme ça que le service fonctionne. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais peur de manger devant les autres. J'avais des anxiolytiques avant le repas qui ont été mis en place. Et surtout, je devais aller voir les infirmiers avant et après manger pour débriefer un petit peu. Ce qui aidait beaucoup parce que j'étais pas toute seule avec mes pensées. Sinon, il y avait les entretiens psychiatres avec l'interne tous les jours et puis avec le psychiatre 1 à 2 fois par semaine. Il y avait quelques ateliers, mais ça reste l'hôpital public, donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils font l'effort quand même. Donc il y avait un atelier, je crois que ça s'appelait Identité et souvenirs. On devait travailler sur un souvenir heureux. J'avais fait une fois, et un atelier relaxation corporelle que j'avais détesté parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps, mais que s'il n'y a pas eu de problème, les infirmiers ont été très à l'écoute. Tout de suite fait sortir parce que ça allait pas. Donc c'était vraiment des ateliers très rares, mais c'était bien pensé, quoi. Donc il y a eu ça. Et c'était vraiment la présence médicale, ça m'a beaucoup aidée
Puis le fait qu'il n'y ait pas de pression, au début, je faisais comme je pouvais. Il y avait une pesée par semaine, comme dans tout le service en fait. Pour tout le monde. Pour tout le monde, parce qu'ils Même contrôlent. les gens qui n'ont pas de PCR. Ouais, en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est avec la mise en place de nouveaux traitements, ils si veulent éviter les variations drastiques. S'ils se rendent compte qu'une personne a pris 5 kilos en une semaine, bon, ils vont peut-être repenser le médicament. Ou à l'inverse, si ça lui coupe complètement l'appétit. Ouais, je comprends. Donc voilà. Pareil, j'avais de l'anxiolytique avant d'aller me peser, parce que ça m'angoissait beaucoup. Le débrief avant et après avec les infirmiers qui étaient géniaux, très pro, très à l'écoute. Donc c'était vraiment... au début, j'arrivais à peine à toucher mon plateau. Et le fait qu'on m'ait pas mis la pression, mais qu'on soit là pour m'entourer, ça m'a permis d'augmenter peu à peu ce que je mangeais sur le plateau et de me ressentir en confiance en fait avec l'alimentation. En fait, quand je suis arrivée parce que je mangeais quasiment plus, et surtout parce que dès que je mangeais, j'avais des idées suicidaires. Et en fait, le soir, j'ai été 3 fois aux urgences, 2 fois aux urgences de Sainte-Anne, et j'ai été très mal prise en charge. Et une fois aux urgences directement de l'Hôtel-Dieu, où j'ai été écoutée. Et comment tu as eu l'idée d'aller à l'Hôtel-Dieu? Tu avais vu qu'il y avait un service de psychiatrie? Alors, j'ai déjà été hospitalisée à l'Hôtel-Dieu pour crise suicidaire en novembre 2022. À D'accord, l'époque, c'était pas une période où j'avais des TCA au premier plan, et j'avais été hospitalisée pour dépression, tout simplement. Donc, je connaissais. En fait, je pense qu'ils m'ont pris en charge parce que c'était aussi un épisode dépressif sévère allié à l'anorexie. Ouais, il y avait les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu as eu des antidépresseurs? J'étais déjà sous traitement. Ils t'ont juste rajouté des anxiolytiques? Ouais. Ils n'ont pas touché mon traitement parce que j'étais déjà à la dose max pour mon antidépresseur. D'accord. Donc ils ne pouvaient pas l'augmenter. Et je crois que mon régulateur d'humeur, il ne me semble pas qu'il ait augmenté non plus. Est-ce que tu as un trouble bipolaire borderline diagnostiqué? Borderline. Tu es restée 3 semaines à l'Hôtel-Dieu. Et d'ailleurs, je voulais juste dire qu'avant ça, j'ai pas été prise au sérieux aux urgences de Sainte-Anne. Vas-y, je voulais te demander, mais je sais pas. Alors, la première fois, ils m'ont dit, on va vous prescrire des CNO. D'accord, pourquoi pas, mais des compléments nutritionnels oraux. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi pas, mais donc si c'est des petites briques à boire. Ouais, c'est ça, des boissons hyper caloriques et hyper protéinées. Oui. Pour rattraper un peu les dégâts. Oui, le truc débile, quoi. Disons que si j'arrive pas à manger, je vais pas prendre des CNO. C'est sûr. Enfin, sans accompagnement, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Bon, au moins, il y a eu la tentative de trouver une solution. Parce que la seconde fois que j'y suis allée, je suis arrivée en disant, écoutez, ça va vraiment pas, j'ai perdu X kilos en 2 semaines, c'est beaucoup trop rapide. Même moi, je m'en rends compte. J'ai des concours, j'ai pas envie de replonger comme au plus bas. J'arrive plus à manger, j'ai des idées suicidaires quand je mange. Ils m'ont quand même dit, non, mais vous êtes un IMC normal, on ne va pas s'inquiéter. Ouais, c'est horrible. Et là, je suis sortie de là en me disant, mais plus jamais j'y remets les pieds. Ouais, et pourtant tu leur as dit que tu mangeais rien. Oui. Quasi rien. Puis il y avait, dans les critères, il y a quand même une cinétique de la perte de poids. Oui. Et là, elle était là. En fait, ils regardent que l'instant T. C'est ça. En fait, je trouve que c'est un déni de croire le patient. C'est comme si tu leur disais j'ai perdu de ce kilo, mais en fait, comme ils ne le voient pas concrètement à la maigreur, ça me fait penser. C'est horrible ce que je vais dire. Mais tu sais, les gens qui disent que la famine à Gaza n'existe pas parce que ils ont vu des gens qui étaient de poids normaux, tu vois. C'est pas un critère en fait. C'est pas un critère en fait. Enfin, là, quand on voit les petits enfants qui meurent de faim, oui. Mais quand on voit faut que ce soit extrême pour le croire, quoi. C'est ça qui est. En fait, à partir du moment où tu manges pas, t'es dénutri forcément au bout d'un certain temps. Donc bref, après t'as pu retourner à Sainte-Anne, t'es allée à l'Hôtel-Dieu. C'est ça, la 3e fois je vais à l'Hôtel-Dieu et là on me prend au sérieux quand même, on écoute, on dit ok, on va voir si on peut vous trouver donc, comme quoi, parfois aller dans un service spécialisé, t'es moins bien reçu, t'es moins bien écouté, mais que dans un service généraliste. C'est ça. Donc je passe 3 semaines à l'Hôtel-Dieu, ça va de mieux en mieux. Comment ça se passe du coup? Parce que t'es pesée toutes les semaines, t'as accès, Ouais, une fois par semaine. Mais alors, du coup, tu vois ton poids? Alors, ils m'ont demandé si je préférais pas qu'ils le cachent, mais j'ai refusé parce que je suis passée de me peser 30 fois par jour à 1 fois par semaine. C'était déjà suffisamment dur. J'avais pas envie de me rajouter cette difficulté-là de vraiment être à l'aveugle. J'avais quand même besoin de me rassurer un petit peu. Et pour le coup, comme mon poids n'a pas tout bougé en fait pendant toute l'hospitalisation. Ah, il n'a pas bougé ton poids? À 200 grammes près, quoi.
Donc ça m'a, mine de rien, ça m'a tranquillisée Et quand du même. coup, ça, c'est vraiment un message. Enfin, toutes les personnes qui sont dans l'anorexie. Enfin, on ne prend pas du poids, en fait, c'est impossible. Enfin, si le poids, il varie sur la balance, déjà, peut-être c'est parce qu'il y a de l'eau. C'est ça, de l'eau, le cycle hormonal pour les femmes. Ouais. Mais du coup, toi, tu avais perdu ton cycle à ce moment-là? Non. Non, parce que je pense que ça a été trop court finalement pour le perdre, cette période de rechute. Tu as réagi rapidement? J'ai réagi assez rapidement. Je pense que ça a commencé fin février, je ne sais plus exactement, mais mars, avril, sur 2 mois, j'ai pas eu le temps de m'installer suffisamment entre guillemets dans une période de dénutrition pour que mon corps coupe comme ça. Et puis après, on a tous des sensibilités. Moi, j'ai jamais été aménorrhée. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que même à mon plus bas, j'ai jamais été aménorrhée. Oui, donc, t'as pas de sensibilité. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres, ils arrêtent, ils suppriment un truc de leur journée, genre ils suppriment un repas ou même pas un repas, juste un élément du repas. Et ça part. Le corps, ça part. Ouais. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense que je suis pas sensible du tout à ça, pour le coup. Ouais. Pour le coup, du coup, là, t'avais pas ce critère-là pour t'alerter, mais t'étais suffisamment lucide pour t'alerter quand même. J'étais dans une période où c'était la réussite à tout prix. Et j'ai suffisamment mûri quand même 6 ans de TCA pour savoir que je voulais pas remettre en péril, parce que j'ai quand même déjà raté l'ENS à cause de ça. Je voulais pas revivre ça une deuxième fois, surtout que l'agrégation, c'était un peu la condition sine qua non pour avoir ma thèse ou pour enseigner. C'est pas comme l'ENS où on peut toujours s'en sortir derrière, en retournant à la fac, en faisant un autre cursus, etc. Donc j'avais vraiment pas envie de mettre ça en péril. Donc il y a eu ça qui m'a permis de garder ma lucidité, plus du recul aussi acquis en 6 ans, de voir que là ça va vraiment pas. En fait, c'est pas normal d'avoir envie de sauter par la fenêtre dès que tu avales une salade, quoi. C'est surtout ça qui m'a fait tilter. C'est insupportable à vivre, je peux pas vivre comme ça, c'est ce que je me suis dit. Oui, alors après tes 3 semaines d'hospitalisation, c'est toi qui as décidé de sortir ou c'est eux qui... Il s'est passé que j'ai eu une première permission au bout de 2 semaines, un dimanche. Je parle pas des permissions pour aller voir ma psychiatre habituelle, etc. En semaine. Et je me souviens, j'avais fait un resto, ça s'était bien passé avec mon copain de l'époque. Et j'ai eu une deuxième permission le week-end d'après pour aller à mon baptême, parce que je devais être baptisée le jour de Pâques, la veille de Pâques plus précisément, donc le samedi 19 avril. Donc j'avais eu une permission du samedi matin pour aller à la messe le samedi matin, jusqu'au dimanche soir, parce que j'avais un grand repas avec ma famille de prévu le dimanche midi. Parce que ma famille avait fait le déplacement jusque Paris pour venir voir mon baptême. Tu n'as pas été baptisée dans ton enfance, parce que je me souviens que tu m'avais dit que tu avais grandi dans une famille croyante. Alors non, justement, ma famille n'est pas croyante. Ah, pardon. C'est mes grandes tantes le sont, mais mes parents le sont pas du tout. Tes parents ne sont pas baptisés, par exemple? Mes parents sont baptisés parce que c'était la tradition, mais ils nous ont jamais emmenés à la messe et eux-mêmes ne croient plus, bien qu'ils soient baptisés. Attends, tes parents sont baptisés eux-mêmes? Sont baptisés depuis l'enfance. Mais ils vous ont pas baptisé? Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai compris. Eux, mes grands-parents, ils ont baptisé mes parents par respect de la tradition. Et mes parents ont décidé qu'eux, ils ne le feraient pas et qu'ils nous laisseraient notre choix. Donc moi, c'est un parcours que j'ai fait depuis novembre 2022, pour ce moment où je me suis vraiment convertie au catholicisme. Et c'est un parcours que j'ai fait pour me faire baptiser. Donc j'ai suivi 2 ans de catéchuménat, donc de catéchisme pour adultes. Et donc mon baptême était prévu, comme tous les autres adultes, tous les gens qui sont baptisés adultes, en général, c'est la veille de Pâques, dans la nuit de Pâques. D'accord. Et donc, il n'y avait pas de raison de me refuser une permission pour un truc pareil. Surtout qu'après, il y avait un grand repas avec ma famille, donc c'était l'occasion de me challenger un peu, mais dans un cadre festif. Ouais. Et donc, je me suis faite baptiser. Plus beau moment de ma vie. Et je suis rentrée à l'hôpital le dimanche soir. Les médecins reviennent le mardi, parce qu'évidemment, le lundi était férié. Ouais. Et là, ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Vous êtes rayonnante. Ils ne savaient pas que tu avais été à ton baptême? Bah si, mais ils ne pensaient pas que ça aurait un tel impact. Ah oui. Et du jour au lendemain, l'humeur était resplendissante.
sur le coup, les problèmes alimentaires allaient beaucoup mieux. Donc on a décidé d'une sortie à la fin de la semaine. Je suis sortie donc le jeudi, je crois. Le vendredi, il y a un ami qui est venu passer le week-end avec moi. Donc ça m'a aidé aussi à ne pas reprendre des mauvais travers tout de suite. Et puis bon, après la vie a repris son cours et ce qui s'est passé, c'est que au début, j'avais un peu de mal à m'alimenter quand même. J'ai reperdu 1 ou 2 kilos. Et je me dis, j'ai toujours en tête déjà l'agrégation. Je peux pas me foirer. C'est plus le temps le moment des conneries, quoi. Ouais. J'ai rompu avec mon ex-copain à ce moment-là, ce qui m'a fait un bien fou. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui me connaissait depuis la prépa, donc depuis la période où c'était affreusement compliqué, qui m'a dit, pour mon bien-être mental, si tu es encore trop malade, je ne pourrais pas avoir une relation avec toi parce que j'ai besoin de stabilité. Et mine de rien, ça m'a motivée aussi. Ah ouais. J'étais amoureuse, donc j'ai pesé le pour et le contre. Et qu'est-ce que m'a apporté la maladie, à part les emmerdes, finalement. Et le moral allait mieux, donc en fait, j'ai commencé à me dire, je vais avancer. Et puis bon, je pense que, pour moi, c'est mon avis personnel, mais je pense que Dieu a fait le travail aussi et qu'il m'a guéri. Donc ça, c'est libre aux auditeurs de le croire ou pas. Ouais, libre aux auditeurs de le croire ou pas, mais du coup, c'est intéressant que tu puisses développer, si tu peux développer. Oui. Parce que je pense que ça peut être une clé pour pas mal de personnes. Il y a un passage de l'évangile que j'adore. Alors, je crois que c'est Marc 5 ou Matthieu 5, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais bon, un des deux au chapitre 5, c'est une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Et les pertes de sang, pour les juifs, ça rend impure. Donc elle est bannie de la vie sociale, elle est exclue. Et un jour, Jésus marche et autour de lui, comme d'habitude, il y a une foule qui se presse autour de lui. Elle se faufile dans la foule, elle se dit « Si j'arrive seulement à toucher son manteau, je vais être guérie. » Elle touche son manteau. Et donc, dans la foule, Jésus sent que quelque chose s'est passé. Puis il dit à ses disciples « Qui m'a touché ?» Puis son cercle proche lui dit « Mais enfin, Rabbi, on ne peut pas savoir, il y avait trop de monde. » Et la femme s'approche et dit « C'est moi. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et même après 12 ans, sa foi l'a sauvée. Et depuis que j'ai entendu parler de ce passage des évangiles, je me suis toujours dit Dieu va me sauver, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Par mes lectures, j'ai aussi compris que si Dieu pouvait tout à fait me sauver, mais qu'il ne ferait rien contre mon gré. Parce que Dieu ne s'impose pas. Donc il fallait aussi que ça vienne de moi. Le changement d'état d'esprit au moment du baptême, c'est un moment fort, c'est le moment d'une deuxième naissance. Et changement d'état d'esprit, je veux aller de l'avant. J'en ai marre d'être là. Aussi, ça devient une part de l'identité en fait. Et on a du mal à lâcher cette part-là. Et il y a eu un moment en fait où je me suis dit mais j'en ai marre, je ne veux plus être la fille malade. Et c'est ce moment-là en fait, je pense que j'ai eu un coup de pouce divin et que. Tu penses que c'était un déclic le baptême? Ouais. C'est une telle joie en fait, ça t'ancre du côté de la vie. Parce que l'anorexie, c'est quelque chose de très mortifère. C'est un moment où tu existes, et tu n'existes pas par l'image que tu renvoies, par ton poids, par ce que tu as mangé à midi, etc. On s'en fout de tout ça. Au baptême, ce qui compte, c'est toi, et le fait que tu dis oui au Christ. Et je pense que réaliser que je pouvais être cette fille-là, juste cette fille de Dieu, et rien de plus, rien de moins, ça m'a fait réaliser que, à part son amour, rien n'en vaut la peine, en fait, et se détruire comme ça n'en vaut pas la peine, en fait. J'ai pas conscientisé ça tout de suite, mais il y a vraiment eu un changement sur 3-4 semaines, et vraiment, à partir de mai, fin mai, je me suis rendu compte, en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais attends, mais tu réfléchis plus quand tu manges. Tu manges quand tu as faim, tu manges ce que tu as envie de manger, tu te pèses quasiment plus. Ton moral est bon, donc tu peux enfin commencer à baisser tes traitements psy. Après, on a enfin commencé à baisser mon antidépresseur après 3 ans de soins. Et les anxiolytiques aussi Les anxiolytiques, je les ai même arrêtés. Ok. Je les ai arrêtés très rapidement parce que je me suis rendu compte que finalement, bon, déjà ça me rendait photosensible et c'était pas la période où il faut être photosensible. Et en fait, j'ai réussi très vite à m'en passer parce que je ne ressentais plus d'anxiété au moment des repas. Et il y a eu donc ce moment où je me suis dit, mais en fait, j'arrive à manger. Et juste, je m'écoute et ça va. Et c'est sûr, je reste une femme dans notre société, donc il y a quelques moments où j'arrive devant le miroir, je me dis, merde, est-ce que j'ai grossi? Mais ça me prend 1 minute,
Après, je me dis, bah, de toute façon, si j'avais grossi, je le sentirais dans mes vêtements. Je le sens pas. Et au pire, Donc, est-ce que ça changerait quelque chose? Tu sais pas si t'as grossi, en fait. Je me pèse quand même de temps en temps, donc peut-être une fois par mois. Et je sais que mon poids est parfaitement stable. Donc j'ai pas pris un gramme, j'ai pas perdu un gramme depuis mai. Donc en plus, en fait, quand on mange, le corps il se régule tout seul. Puis j'ai envie de dire, même si j'avais pris 2-3 kilos, est-ce que c'est si grave? Pas grave. Enfin voilà, oui. Non, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est ça. J'ai ce genre de pensée des fois, 1 minute dans ma douche, puis je sors de la douche, je passe à autre chose, ça m'empêche pas de manger. Et je pense que de toute façon, ce genre de réflexion, on ne peut pas s'y échapper en tant que femme. Il y aura toujours une préoccupation. Ouais. C'est impossible de faire autrement dans notre société. Mais je trouve que je m'en sors quand même plutôt bien pour quelqu'un qui a passé 6 ans. Après, je pense qu'en vieillissant, tu peux t'affranchir de ça. Un peu. Parce qu'en fait, tu as le vieillissement qui vient s'ajouter au problème. Et ça, c'est difficile d'aller contre. Parce que encore ton poids, il y a l'illusion que tu peux contrôler. Oui, mais tes rides, ta peau qui se flétrit, tu peux pas. Mais justement, je pense que chez certaines, ça renforce la préoccupation parce que c'est le seul truc qu'elles peuvent contrôler. Ouais, je pense que c'est assez. Soit ça renforce, soit ça atténue. Ouais. Soit tu finis par lâcher prise, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a les deux façons de réagir. Bah, bon, c'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté. Non, ça va, t'as le temps encore. Oui. Mais bon, ça passe relativement vite. Mais du coup, avant, t'étais quand même. Enfin, la religion, elle avait une place importante dans ta vie. Oui. Mais t'arrivais pas. En fait, t'avais pas eu ce déclic. Il y a eu une période un peu de déclic et de répit en juin dernier, donc en juin 2024, parce que j'étais allée à Lourdes et j'avais eu un moment où j'arrivais plus à me lever de mon lit parce que ça faisait X jours que j'avais pas mangé du tout. Et il y a eu une expérience un peu mystique. J'ai senti la Vierge me parler. Bon, encore une fois, libre à chacun de le croire ou non. Moi, je l'ai interprété comme ça. Et ça m'a donné l'impulsion qu'il fallait pour me remettre à manger. Et 2 jours plus tard, ma tante qui habite dans la région est venue me voir. On a fait un restaurant et j'avais mangé sans culpabilité du tout. Et j'avais retrouvé mes forces parce qu'évidemment, je m'étais remise à manger. Curieusement, ça marche bien. J'avais pu faire des activités avec ma tante et ma cousine. Et ça avait été une période assez heureuse. Quand j'étais revenue de Lourdes, ça allait beaucoup mieux, etc. Et puis ça s'est redégradé en fait. Je pense que j'étais pas prête mentalement à abandonner mon identité de personne qui souffre d'anorexie. Je pense que c'est d'autant plus dur que des fois les gens, quant à l'apparence cliché, ça doit être d'autant plus dur parce que les gens se disent, le premier regard dans la rue, c'est c'est une anorexique celle-là. Ça doit être d'autant plus dur. Moi, j'avais pas cette difficulté-là parce que depuis ma première descente, j'ai toujours gardé un poids à peu près normal. Ouais, c'est vrai que t'as pas ce cliché. Enfin, c'est vrai que quand t'es ultra maigre, forcément, ça se voit direct dans la rue. Voilà, c'est ça. Après, toi, dans ton cas, c'est le même problème que les gens boulimiques ou les gens hyperphagiques, tu vois, ça se voit pas sur leur tête. Ouais. Et je pense que la souffrance, elle est pire. Oui. Mais par contre, t'as moins ce truc de c'est mon identité. Ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça veut dire que dans notre société, ton identité est basée sur ton apparence. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est parce que, en fait, c'est le premier truc qu'on voit de toi, c'est ton enveloppe corporelle, quoi. Et quand j'étais, entre guillemets, plus jeune, je suis pas si vieille que ça, mais bon, il y a quelques années, je me souviens que justement, au début de mes années de dépression, qui ont commencé première, terminale, j'ai l'impression qu'en fait, je hurlais et que personne m'entendait. J'étais en souffrance, mais personne ne le voyait. Et donc, au début, j'ai trouvé les scarifications. Et après, j'ai trouvé l'anorexie. Et avec l'anorexie, j'avais l'impression, parce que les scarifications, je les cachais quand même. Avec l'anorexie, pour la première fois, j'avais l'impression d'être entendue, en fait. Parce que physiquement, ça se voyait. Et en fait, après, dans les années qui ont suivi, comme ça ne se voyait plus, parce que j'ai fait de la boulimie, et après, les fluctuations de poids se voyaient, mais je n'ai jamais réatteint un poids considéré comme dangereux. Donc, j'avais plus l'impression qu'on m'entendait. Donc, c'était de nouveau très compliqué. Enfin, je dis pas que c'était pas compliqué quand je pesais X kilos et que j'étais très maigre, hein, mais quelque part, il y avait quelque chose de réconfortant dans l'idée que on savait que je souffrais, que j'allais avoir de l'aide, quoi. Ouais. Et j'ai eu de l'aide, j'ai toujours eu de l'aide parce qu'après j'ai fait des démarches moi-même, mais
disons que mes parents, par exemple, ne m'ont envoyée chez une psychologue que quand j'étais dans l'anorexie. Avant, ils s'étaient rendus compte de rien. Et bon, après, je suis devenue grande, donc c'est moi qui ai pris les décisions, c'est moi qui ai été consultée, c'est moi qui fais en sorte de continuer les suivis ou de retrouver une psychiatre quand je suis arrivée sur Paris, etc. Mais en tout cas, à l'époque-là, quand j'étais encore chez mes parents, j'ai vraiment eu l'impression que je n'obtenais de l'aide que parce que ça se voyait. Que ma souffrance n'était entendue que parce qu'il y avait une traduction physique. Ouais. Non, mais du coup, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai jamais eu encore de personnes qui sont venues parler de la foi et de la religion dans la guérison d'un trouble mental ou psychiatrique. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Après, voilà, on n'y croit pas. De toute façon, j'ai beau dire que c'est Dieu qui m'a guéri, ça reste une disposition aussi. Il a attendu que je sois dans les bonnes dispositions d'esprit pour guérir. Et je pense que dans la guérison, il y a quand même une part de volonté et d'état d'esprit, en fait, qui doit être modifié. Pas de volonté dans le sens, t'as qu'à faire un effort et manger, c'est pas ça, c'est pas si simpliste. Mais il faut un certain état d'esprit, ce qu'on appelle traditionnellement le déclic. C'est pas obligé d'être un déclic dans l'instant T. En fait, c'est pas forcément un instant T. Mais il faut qu'il y ait une évolution. Il y a un espèce de, je sais pas. Sortir d'une certaine mentalité pour entrer dans une autre mentalité. Oui, et puis c'est sûr que au début, ça passe par se forcer à faire quelque chose qui nous rend inconfortable. Oui, complètement. Mais c'est vrai que toi aussi, comme tu avais pas mal d'idées suicidaires quand tu te forçais à manger, j'imagine, c'était compliqué pour toi. Parce que du coup, tu avais ces idées suicidaires. C'est ça. Je pense que c'est pas le cas de... Enfin, moi, j'ai jamais eu ça, tu vois. J'imagine bien que quand c'est comme ça, tu as besoin d'être vraiment soutenu. C'est pour ça que l'hôpital, ça a vraiment été bien. Parce que une hospitalisation. Mais en même temps, c'était plus difficile, mais en même temps, c'est ce qui t'a poussé aussi. Parce que tu aurais mangé, tu n'aurais pas eu ça, tu aurais mangé sans avoir d'idées suicidaires, tu aurais peut-être moins été chercher de l'aide. Oui, c'est aux idées suicidaires que je me suis vraiment dit quelque chose ne va pas. Parce que la perte de poids, je savais que c'était pas bien, mais j'étais contente en soi. Parce qu'évidemment, ça fait partie des symptômes. Donc, et c'était jamais assez à mes yeux. Mais l'idée suicidaire, ça m'a vraiment fait me dire, là, ça va vraiment pas, quoi. Ouais. Et finalement, pour rassurer les personnes qui seraient dans la maladie, est-ce que ton poids a vraiment varié Non. Entre le moment où je suis entrée à l'hôpital février et maintenant. Entre février et maintenant, c'est le même poids quasiment. Peut-être à 500 grammes, 1 kilo près. Je sais même pas pour te dire. Donc ce qui prouve que quand tu mangeais pas, ton corps il était en mode survie, quoi, je pense. Bah oui, c'est ça. Et quand tu sors du mode survie, en fait, il sait se réguler tout seul. Par exemple, hier, j'ai mangé un burger, parce que j'avais envie de burger. C'est pas pour ça que j'ai pris 3 kilos. J'ai peut-être pris 1 kilo d'eau, mais on s'en fiche. C'est que tu vas le reperdre après. Et encore une fois, quand bien même je prendrais 3 kilos, est-ce que c'est si grave? Surtout que la majorité des gens qui mangent intuitivement, ils ont des variations de poids, mais ils s'en rendent même pas compte en fait. Bah oui. Parce qu'en fait, s'ils prennent 3 kilos, ils vont peut-être avoir moins faim dans les semaines qui suivent. Oui, c'est ça. Et sans s'en rendre compte, ils vont les reperdre. En fait, vraiment, je pense que la prise de poids, déjà, faut y aller pour prendre du poids. Et surtout, les gens qui prennent beaucoup de poids, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, j'ai pris un peu de poids, je vais essayer de me contrôler. » Et c'est ça qui déclenche Ou alors, il y a un dérèglement qu'il faut investiguer. Mais quand le corps est en bonne santé, tu varies pas tant que ça, en fait. Non, tu varies pas tant que ça. Au bout d'un moment, sauf si tu as un trouble du comportement alimentaire, le style hyperphagie, quoi. Mais quand tu es en bonne santé physique et mentale, ça change pas. Tu peux pas avoir envie de manger indéfiniment. Mais c'est ça. Les gens qui pensent, mais si je m'écoutais, je mangerais tout le temps. Tu mangerais tout le temps, sérieusement? C'est que t'as jamais vraiment mangé à ta faim si tu dis ça. Non, mais c'est ça en fait. On n'est pas des puissants fonds en fait. Non, on n'est pas des puissants fonds. Donc oui, c'est sûr que oui, maintenant je suis une mangeuse intuitive en fait, c'est ça. Et je pense que ça fait, comme j'ai commencé à complexer sur mon poids et mon corps dès 14-15 ans, ça doit bien faire 10 ans que j'avais pas mangé sans arrière-pensée aucune.
À part quelques fois, évidemment, parce que rien n'est parfait, mais encore une fois, on n'y échappe pas. Et donc, du coup, la question croustillante de cet épisode, est-ce que du coup, t'es en couple avec la personne Oui. qui t'a dit Oui. il était OK du coup? Oui, bah, ça va beaucoup mieux. On est très heureux ensemble. Ok. Du coup, ça plus tard que doit samedi, t'aider. on a fait un resto ensemble. Voilà, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et aucune culpabilité, rien. Juste un resto ensemble. Et je suis hyper épanouie, hyper heureuse. Donc voilà. Ouais, c'était un peu touchy la façon dont tu te l'as dit, mais au final. Après, on a une histoire compliquée. S'il n'est pas toxique par ailleurs. Non. Et puis en fait, c'est aussi que j'ai été un peu toxique pour lui par le passé. Ah bon? Dans le sens où c'était mon confident quand j'étais en prépa. Et c'était le seul à savoir certaines choses qu'il n'aurait pas dû porter, que tu dois pas porter tout seul quand tu as 19 ans. Moi, j'en avais 17, j'avais pas conscience de ce que je disais non plus. Et je pense que ça l'a beaucoup affecté aussi. Je pense qu'il avait peur que ça se reproduise. Mais j'ai grandi. Alors oui, je suis toujours borderline, mais je gère différemment mes émotions, je gère différemment mon rapport aux autres. J'ai quand même fait pas mal de thérapies, dont une thérapie spécialisée pour le trouble borderline. Donc je suis beaucoup moins dans le... Comment dire ça? Je sais me gérer tout simplement et je ne repose pas sur les autres. Tu peux expliquer rapidement le trouble de borderline? Alors c'est un trouble de la personnalité qui se diagnostique si tu remplis plusieurs critères d'une liste. Je crois que c'est 7 sur 9 critères. Je ne les ai pas tous en tête, mais c'est en gros l'impulsivité, l'instabilité émotionnelle. Donc, un peu comme bipolaire, tu passes de l'euphorie à la dépression totale. Sauf que contrairement au trouble bipolaire, ça peut se produire sur une même journée. C'est-à-dire que souvent, moi, le matin, j'étais euphorique. Le soir, j'avais envie de me tirer une balle. Et c'est pour ça que mon régulateur d'humeur m'aide quand même pas mal. Il y a de l'instabilité dans les relations personnelles, interpersonnelles. C'est-à-dire que tu passes de l'idéalisation à la haine très facilement. Alors, c'est un éventail, c'est pas forcément toujours aussi extrême, mais ça peut être aussi extrême que ça. D'instabilité dans ta relation à toi-même. Tu sais pas quitter, tu te détestes, puis tu te trouves meilleur que tout le monde, puis tu te redétestes. C'est une montagne russe en permanence. Sentiment chronique de vide. Tu sens un vide constant. Tu peux aussi avoir, tu as souvent des addictions qui sont associées. Des comportements autodestructeurs ou addictifs. Tu as parfois de la dissociation qui est associée. Et je crois qu'il y a un 9e critère, mais je ne sais plus. Ça fait beaucoup déjà. Ça donne déjà un perçu quand même de ce que c'est. Et tu penses que tu es née comme ça ou c'est quelque chose que tu as Alors c'est un truc qui est traumatique. C'est un trauma. Ça vient. Il y a une part de trauma. Il y a une part de trauma, il y a une part de prédisposition. Oui. Par exemple, je pense que mon père est borderline, même s'il n'a jamais été diagnostiqué. Donc je pense que j'avais peut-être une prédisposition, mais il y a eu aussi des traumas dans l'enfance ou dans l'adolescence, moi plutôt, je pense. Ouais. En fait, pour moi, typiquement, je pense que c'est le harcèlement scolaire, tout simplement. C'est souvent. Alors, il y a souvent des comorbidités. Et justement, quand j'avais fait mon hôpital de jour pour personnes borderline, un psychiatre m'avait dit il faudrait peut-être que vous fassiez tester pour le TDAH, parce que c'est une comorbidité fréquente et vous avez un profil qui ressemble pas mal à celui d'un TDAH. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'en ressens pas le besoin en fait. Effectivement, j'ai du mal à me concentrer, mais je sais vivre avec. Oui, tu as quand même assez bien réussi tes études. Voilà. Pour prouver que même si c'est un TDAH, ça va, il est géré. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai eu un tiers temps pour l'agrégation quand même, mais avec mes troubles, de toute façon, sans des TDAH, j'avais quand même droit à un tiers temps. Donc, j'avais pas besoin de faire le diagnostic en plus. Ça m'aurait rien apporté de plus. Donc voilà, mais en tout cas c'est vrai que c'est une comorbidité fréquente et les deux se ressemblent beaucoup, notamment sur le versant addictif. Donc c'est pour ça souvent il y a des trucs comme ça. Et troubles borderline, c'est aussi, il y a beaucoup de comorbidités avec les troubles alimentaires aussi. Le TDAH aussi. Ouais. Les deux en fait. Voilà, c'est ça. Écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à... Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que c'est possible de s'en sortir, peu importe le temps qu'on a passé dans les troubles.
Moi, ça faisait quand même 6 ans. Bon, je sais qu'il y a des gens qui y passent plus longtemps, mais c'est pas non plus rien. 6 ans, t'as le temps de modeler ton identité en fonction de ça. Et pourtant, c'est quand même possible de s'en sortir. Et moi, je crois sans séquelles ou quasiment aucune séquelle, puisque hormis les comportements habituels des hommes et des femmes dans la société très contrôlante sur le corps qu'on a, hormis ces éléments-là, Qu'est-ce que c'est ces éléments-là? La peur de grossir, tout simplement. Ah oui, la peur de grossir. C'est pas vraiment un comportement. Comportement, ça voudrait dire que tu mets en place des choses pour les... C'est possible. Alors je reformule. Possible de s'en sortir sans séquelles, mis à part quelques pensées parasites qui sont induites par la société, quoi. Mais autrement, c'est tout à fait possible d'y arriver. Et alors, moi je dis Dieu sauve, ceux qui veulent creuser cette piste la creuseront. Mais c'est aussi possible de s'en sortir sans croire en Dieu, bien évidemment. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, en fait, tout simplement. Ouais. Merci beaucoup, Lilou. De rien. Et je sais plus si je t'ai posé la question pourquoi tu as choisi ce café. J'y passe ma vie, grosso modo. Ouais, je te l'ai posé ou pas? Je me rappelle plus. Je sais plus si tu me l'as posé devant la caméra. Déjà vu, En gros, c'est parce que c'est ton nouveau QG. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Donc tu voulais me faire découvrir. Ouais, c'est ça. Très sympa. Et très bonne boisson, très rafraîchissante. Ouais. Je pense que la fraise, ça doit être pas mal. La fraise, c'est pas mal aussi. Ouais. Et je trouve que même si tu n'aimes pas le matcha, franchement, c'est léger le matcha. Ouais. Ça sent plus le fruit de la passion. Non, Par contre, je me suis demandé si c'était du lait végétal ou du lait de vache. Ça, je sais pas. Moi, je m'en fous, mais du coup, je trouve qu'on sent pas trop le goût du lait. Ouais. On sent que c'est lacté, mais je crois que c'est du lait concentré. C'est pas trop lait, tu vois. Ouais. Mais si t'aimes pas trop le lait, je pense que ça passe. Bon, merci beaucoup, Lilou, de ta participation pour la 2e fois. Ouais, motivée. J'aime trop savoir que ça va mieux. Oui. Je te souhaite un bon mois d'août, une belle rentrée. Merci. Plein de bonnes choses. Et je mettrai ton compte en description pour toutes les personnes qui voudraient venir échanger. Bien sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.